Et voilà, bonjour. J'ai le plaisir de revenir vers vous avec enfin un projet de rhum. Chose promise, chose due. J'ai trouvé du rhum agricole avec un intervenant qui va, suite à cette introduction, vous présenter donc le produit, sa provenance, sa méthode de fabrication, son histoire, comment est-ce qu'il va vieillir, dans quel type de barrique et pourquoi. L'offre elle est à 89 francs la bouteille de 50 centilitres. Un projet qu'on va pouvoir suivre ensemble grâce à des dégustations annuelles ou en physique ou peut-être par le biais d'envois postaux d'échantillons afin que vous puissiez suivre avec nous l'évolution du produit. Nous n'avons que 300 bouteilles à vendre avec cette pré-vente, donc à 89 francs la bouteille de 50 centilitres. 300 bouteilles, c'est beaucoup, mais à la fois c'est peu aussi. N'hésitez pas à en parler autour de vous aux amateurs de rhum, parce que le reste, je me le garderai pour moi pour le vendre une fois que le rhum sera affiné et qu'il aura pris de la valeur. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mesdames et messieurs, Philippe Ganti. C'est ouais, prise unique. C'est parti. Alors, aujourd'hui, on va parler rhum, du rhum agricole plus précisément. Et du coup, aujourd'hui, je suis avec Philippe. Bonjour. Qui va se présenter tout à l'heure. Et à la fin de cette petite interview, on va déguster nos tout premiers whisky qui vont donc obtenir leur appellation l'année prochaine, donc qu'on a produit en 2019 pour nos membres de la QV 2019, en compagnie de Philippe aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Excellente expérimentation, toujours passé par la pratique. J'ai fondé en 2016 la société Casarom. J'ai écrit un mémoire sur l'exception de ce rhum qui s'appelle rhumagricole.ch. Donc ça fait depuis 2016 que je suis actif dans ce domaine. Le site informatif Rhum Agricole qui traite de l'origine de la canne à sucre, l'histoire de la canne à sucre, l'histoire du rhum, qu'est-ce que c'est que la réduction, qu'est-ce que c'est que le vieillissement en barrique, qu'est-ce que c'est que l'art de la dégustation. Tout se trouve là. Si vous ne savez pas quoi faire, n'hésitez pas d'aller sur rhumagricole.ch. J'ai rien à vendre là-dessus, j'ai tout à vous faire partager. Pourquoi du rhum agricole? Voilà, alors le rhum agricole, c'est le rhum de pur jus de canne fraîche. C'est 2% de la production mondiale. Le 98% restant est produit à partir de mélasse. Et les mélasses, la mélasse, qu'est-ce que c'est? C'est les résidus de la transformation de la canne à sucre en sucre et dont on ne sait plus que faire. On n'arrive plus à la cristalliser, on ne peut plus faire du sucre. Et alors on a eu l'idée de le faire monter à nouveau dans l'eau avec des levures pour produire de l'alcool. C'est issu de l'industrie sucrière. Industrie sucrière, bien sûr. C'est un sous-produit de la canne à sucre, tandis que le rhum agricole, c'est comme le raisin. Vous coupez la canne, vous vous dépêchez d'aller la broyer au broyeur pour en faire un jus. Ce jus va tout de suite partir en fermentation sous contrôle de levure sélectionnée quand même. Et au bout de quelques jours, vous avez déjà en 20 cannes de 2,5 à 5% d'alcool qui va tout de suite être distillé, pas dans des alambics charentais, des alambics Arpas, mais dans des colonnes créoles qui sont composées d'au moins 15 plateaux et qui vont en quelques minutes vous produire des hectolitres de rhum distillés entre 65 et 80% d'alcool. Je vais montrer peut-être la bouteille, donc le rhum agricole que toi tu nous proposes. Oui. Il est ici, donc ça vient de la maison Biel, c'est ça? Ouais. C'est la maison Biel, elle se trouve sur une des 7 îles de l'archipel de la Guadeloupe, donc aux Petites Antilles. C'est l'île assez plate comme une galette de la Marie-Galante où se produit un des meilleurs rhums agricoles du monde. Le rhum Biel. Le rhum Biel, toi tu m'as parlé aussi de l'éthique qui est associée. Alors l'éthique associée au rhum agricole, c'est qu'on a affaire à de la matière première et non pas un résidu d'une matière. On a affaire à un produit qui ne fonctionne, enfin un procédé de distillation qui n'a pas besoin d'électricité. L'eau qu'il y a dans la chaudière est mise sous pression grâce à une source de chaleur et la source de chaleur, c'est la bagasse. Et qu'est-ce que c'est que la bagasse? La bagasse, c'est la canne qu'on a pressée
la campagne ou la saison d'avant, qu'on a fait sécher au soleil et qui est le combustible numéro 1 pour produire cette source d'énergie. C'est la folie. Non, je ne savais pas ça. Vous allez avoir affaire, nous servir. vous allez avoir affaire à ce rhum-là qui est proposé à 59% de manière traditionnelle, 50% de pourcentage d'alcool, mais il va être aussi, il vous sera offert il arrivera ici et il remplira les fûts d'Adrien à 60% d'alcool. Comme la part des anges n'est pas très gourmande dans nos régions, on préfère commencer avec un rhum déjà réduit à 60% d'alcool, quasi celui-là, et qui va gentiment vieillir et se transformer dans les grottes de Valorbe. Ouh. Ouais, il y a beaucoup. Ouais, tiens. Ouais, on va partager. Voilà. Donc, on va déguster nos alcools dans des verres de ce type. Ce que fait ici Philippe, c'est un petit peu, disons, étaler, mettre un petit peu du rhum sur les bords du verre, c'est afin d'avoir des arômes issus des résidus secs. Une fois que Exactement. ça va sécher contre le bord du verre, on va avoir toute une panelle aromatique qui viendra de là. Il faut absolument le faire avec les rhums vieux, on ne le fait pas trop avec les rhums blancs, mais l'ennemi de la dégustation, c'est l'éthanol. Tout le monde le sait, tout le monde connaît l'odeur depuis 2 ans, on s'en a mis sur les mains, on s'en met presque tous les jours. L'éthanol, ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais c'est ce qui risque de flinguer vos naseaux lors d'une dégustation. Alors ce que je préconise, c'est de gentiment soit de s'approcher du verre, ou soit descendre le verre et sentir jusqu'à ce qu'on ressent quelque chose. On est sûr qu'on aura affaire aux arômes les moins volatiles, donc on ne va pas être aveuglé par l'éthanol. On va sentir gentiment les arômes les plus lourds et on monte de plus en plus pour sentir les arômes les plus floraux et ceux qui sont plus proches du végétal et non pas issus de la qualité des levures ou de la qualité de la fermentation ou de la qualité du distillateur ou de son appareil à distiller. Il faut bien s'imaginer vraiment que ça, c'est que il y a des molécules plus lourdes que d'autres, il y en a qui s'envolent plus vite et que ça vaut la peine d'avoir déjà un verre avec un col relativement haut, de ne pas mettre directement son nez dedans puis aspirer un gros coup, Oui. et d'essayer un petit peu peut-être de profiter de séparer un tout petit peu la panelle aromatique en procédant de cette manière. Et on ne secoue pas comme quand on déguste le vin les distillats, il n'y a pas besoin de les remuer, il y a bien assez d'alcool et d'arômes. Le but, c'est qu'on ait vraiment une sensation par étage des arômes différents. Si on mélange, on aura les arômes, quel que soit leur taux d'évaporation, leur degré d'évaporation, qui seront mélangés, donc on n'arrivera pas à se faire une bonne idée. Et il est conseillé, avant de mettre en bouche, de déguster avec 2 nez, le premier nez, se faire une idée du produit, poser, essayer de se rappeler des arômes qu'on a repérés. Ici, principalement des arômes de lime, de citron vert, de pelure de citron vert. Moi je sens quelque chose de meringué, d'un petit peu pâtissier, de fruité et de citron. Moi j'étais sur de la tartelette au citron. Ouais, voilà, on n'est pas loin. Les arômes magnifiques, les centaines de magnifiques arômes qui sont emprisonnés dans la lime de citron, typiquement se retrouvent dans un bon rhum agricole blanc. Et aussi les poivres. On a aussi ces épices qui sont assez poivrées, pas dues au piquant de l'alcool, mais aux arômes spécifiques de la canne à sucre. Et il est conseillé d'attendre 5 minutes entre le premier nez et de revenir dessus. C'est aussi valable pour les anciens, les rhums vieux ou les distillats vieillis en fût. C'est de revenir dessus et de se rendre compte si il y a une évolution entre les premières sensations qu'on a eues et la seconde sensation du second nez. Et là déjà, avant de mettre en bouche, vous pouvez déjà vous dire que c'est un bon produit parce qu'il y a une évolution, que vous avez repéré de nouveaux arômes entre le premier nez et le deuxième nez. Et si vous ne les avez pas perçus, c'est mauvais signe. Pas d'eau dans le rhum comme des fois c'est imaginé, c'est pratiqué dans le whisky pour ouvrir les arômes. On a quelque chose déjà quand même à 59% vol, est-ce que tu mettrais une goutte d'eau pour peut-être ouvrir un petit peu? Alors, on peut toujours mettre de l'eau dans n'importe, c'est une habitude dans le monde du whisky. L'ajout de l'eau et l'alcool ne sont pas copains du tout, ça crée des réactions chimiques, qu'on appelle des réactions exothermiques, qui vont faire sortir les arômes plus vite que prévu et qui permettent
raccourcir la dégustation. Moi, je préconise de prendre le temps. Plutôt c'est les Antilles, que mettre de l'eau, on a le temps, va se détendre. on boit son petit verre, la vie est belle et il fait chaud. Donc, Très beau produit, quelque chose vraiment très fruité. déjà la matière première est magnifique. Déjà au nez. Si vous faites un cocktail à base de rhum, si vous remplacez le rhum que vous avez l'habitude de prendre pour faire un cocktail, à part les mojitos, parce que la menthe, c'est pas intéressant, ça couvre tous les arômes et les alcools, l'alcool. Mais si vous avez envie si vous faites une piña colada ou un cocktail quelconque avec des fruits exotiques, vous utilisez du rhum agricole, plus jamais vous allez mettre autre chose qu'un rhum agricole dans vos cocktails. À votre santé. Santé, oui. Alors ça commence déjà bien, on a une bonne matière première qui va être transformée dans les grottes de Valorbe. Le principal paramètre, c'est le temps. Soyez patient. Commandez déjà, soyez patient et chaque année ce sera une nouvelle découverte de votre rhum qui aura évolué dans les grottes de Valorbe. On a des sensations de sucre, nos capteurs ont l'impression qu'on a ajouté du sucre alors que le sucre est interdit dans tous les rhums agricoles. On n'a pas à faire des rhums de fantaisie, c'est des rhums qui ont toujours été challengés par la grosse production des rhums anglais et espagnols, et ils ont tout de suite mis des règles bien particulières pour mettre en place une AOC. La seule AOC qui a été créée dans le monde des spiritueux existe en Martinique, et des IGP bien clairs où l'ajout de sucre, de colorants et autres est interdit depuis 1933-1935. Donc on a offert un produit déjà de qualité dès le départ. Je vois dans mes notes, j'avais noté la traçabilité, c'est quelque chose qu'on a dans les rhums agricoles, parce que c'est ici d'une production normale, on sait d'où ça vient. Pour tout ce qui vient de la mélasse, évidemment, c'est de l'achat de mélasse qui peut avoir différentes provenances. La mélasse peut être entreposée, peut voyager dans des containers d'un endroit à l'autre, tandis que le rhum agricole, c'est comme le vigneron. Vous coupez le raisin, vous vous dépêchez d'aller le presser au pressoir, et après, vous le faites fermenter sur le site. Ici, on est en flux tendu. La canne, comme ils disent là-bas, la canne doit avoir les pieds en terre et la tête au moulin. C'est-à-dire l'emmener le plus vite possible au broyeur pour que la fermentation naturelle se produise. Produit authentique, la traçabilité est automatique puisqu'on est sur le site de production de la matière première qui est la canne à sucre. C'est ça qui m'a plu, du coup en discutant avec Philippe ici à la Concorde, on est quand même très à cheval sur l'éthique, sur les bons produits, sur la qualité, sur des savoir-faire, sur de l'histoire. Et puis là on est en plein dedans. Et si vous êtes content déjà de ce produit, la prochaine fois on vous amènera en rhum agricole bio, car les producteurs sont en train de produire de plus en plus, sont en train de vouer une bonne partie de leur production dans le bio. Donc on n'est pas encore dans le bio, mais on sera bientôt avec des rhums bio agricoles. C'est ce qu'on recherche pour vous, pour peut-être une prochaine opération rhum, si ça marche bien. Ouais. Parce que nous, à la Concorde, on est axé sur le bio, donc j'en ai cherché beaucoup, et on s'est bien entendu que Philippe, on en a parlé. C'est quelque chose qu'on va essayer de vous dégoter. Trop bien. Du coup, pour la suite, qu'est-ce qu'on va parler? J'avais aussi une question par rapport au prix. Du coup, ce produit va vieillir en barrique. Barrique de Bourbon. On a choisi barrique de Bourbon. Pourquoi? Historiquement. Pour des raisons historiques. Ouais. Le chêne ne pousse pas dans les Antilles. Ils avaient besoin de fûts de chêne qui avaient naturellement déjà contenu en alcool. Au départ, c'était bien sûr le cognac français qui était amené par les officiers de la marine. Et avec le temps, ils se sont tournés vers les producteurs de Bourbon en Nouvelle-Angleterre ou en Amérique par la suite, car il n'y avait pas plus vertueux que récupérer des fûts de Bourbon qui ne pouvaient plus être utilisés après 2 ans et demi, comme le veulent les règles de la production du Bourbon. Alors plutôt que les brûler, ils les revendaient, bien sûr rincés, nettoyés, et ils les revendaient aux remiers antillais
qui en plus avait besoin de payer moins cher le coût du transport, car on est plus près de la côte américaine que de la côte française aux Antilles. Je suis quand même vachement surpris d'un produit qui a 60% d'alcool, de sa bonne buvabilité, quoi. C'est un Voilà. produit qui... On n'est pas attaqué par l'alcool, pas attaqué par l'éthanol. On a tout de suite du fruit, on a des sensations, nos capteurs sensitifs donnent une impression de sucré. Et bien ça, c'est seulement les souvenirs de la matière première, de la canne à sucre, hein, qui est quand même principalement composée de sucre. C'est les souvenirs de la canne à sucre qui se trouvent emprisonnés pour l'éternité dans l'éthanol. C'est ce qu'on fait à la distillation, hein, c'est vraiment un concentré, donc aromatique. On est pas mal, on attend évidemment vos questions si vous en avez dans les commentaires, par message. Vous connaissez un petit peu les différents canaux pour nous atteindre. Vous avez moyen facilement de retrouver aussi Philippe via le site internet de la Casa Rome. Et puis, qu'est-ce qu'on fait, Philippe? Moi, j'ai des whisky à te faire déguster. Tu aimerais nous parler de quelque chose que j'aurais oublié? Non, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Merci de votre attention. Ouais, et maintenant on passe au vin d'orge distillé vieilli en barrique. Donc ici, c'est ce qu'on a fait en 2019 avec notre petit club. Ici, on avait un whisky du coup fumé au feu de bois, vieilli en barrique de whisky de 50 litres. Donc nous, on a le vieillissement lent dans ces grottes. Mais il faut savoir qu'une barrique de 50 litres, elle a jusqu'à 7 fois plus de surface en contact avec la matière première, avec le liquide, qu'une de 220. Donc ça vieillit plus vite. Donc c'était pour ça que nos premières cuvées, on l'a fait là-dedans, pour avoir une idée un petit peu de comment ça avance dans le temps et avoir un produit embouteillable aussi relativement rapidement pour avancer sur ces projets de recherche et développement. Donc ça, c'est une première chose. Et du coup, en 2019, ça aura l'appellation whisky en 2022. Donc c'est l'idée de se faire une petite dégustation maintenant pour avoir un aperçu de déjà qu'est-ce que ça donne, pour pouvoir présenter ce produit du coup, au jour J et puis avoir vraiment une bonne idée. La suite, on a fait donc deux whiskies différents. Donc enfumé au feu de bois, ça c'est une particularité de la région. Ici, on fait pas tellement du tourbé en Suisse, on fait du fumé. Donc c'était une volonté de notre part. Et un deuxième en barrique de Porto pour avoir quelque chose de plus rond, plus aromatique, plus fruité, plus gourmand disons. Voilà, donc c'est ce qu'on va déguster maintenant ensemble. D'accord, avec plaisir. C'est parti. Je fais une petite pause à la vidéo, comme ça me permet de couper et puis c'est parti. Puis de rincer les verres. Certo. Et puis la bouche. On va commencer à déguster. On fait semblant de commencer à déguster, il a dit. On a déjà commencé. J'ai dit, je fais tourner la vidéo parce que comme ça c'est spontané. Restons spontanés. Bon, alors on s'est servi du coup une petite goutte de ce. Donc c'était vraiment typiquement comme une bière blonde relativement standard. On a envoyé 30% du malt utilisé au fumoir de Moiry, donc c'est fumé au bois. 30%, c'est quelque chose que moi dans les recettes de bière que je faisais avec du malt fumé, ça faisait quelque chose d'assez léger. Et j'avais espoir que ça soit à peu près pareil ou que ça se concentre un petit peu au niveau après distillation. Et il se trouve qu'après distillation, on le sentait un petit peu, mais le distillat brut, il couvrait beaucoup le goût. Et au fil des mois, des années, on va dire maintenant, ça révèle gentiment ce côté fumé. Et puis du coup, en fait, content du résultat. Alors, on va passer au deuxième nez. On a déjà fait le premier nez sans goût. Alors on a mes sensations, moi qui n'ai pas l'habitude de boire le whisky, on est dans la céréale, on sent la boulangerie, la pâte et autres, mais on a déjà des sensations de fumée, étonnamment. Malgré la coloration, malgré le temps, on a déjà une belle sensation de fumée. Ouais, pas étonnamment pour moi, mais vraiment content qu'il se soit révélé. Et c'est fin, mais c'est présent, il n'y a pas de doute. Et du coup, fumé, c'est pas tourbé, c'est fumé au bois, donc c'est fumé un peu chalet, disons. On sent bien l'alcool en bouche, on sent bien le fumé sans qu'il attaque, il est très très subtil. On sent un alcool qui s'est déjà bien assoupli. On a perdu 10 degrés déjà d'alcool? Non, il était à 55 et là il est retombé à 52. 52. Ouais. On a déjà perdu 3% d'alcool. On a une belle intégration déjà des arômes dans l'alcool pas piquant.
On n'a pas de goût Il de n'y métallique. a pas de brûlant, il n'y a pas de Il y a pas de brûlant. il y a rien de désagréable, c'est tout doux. On a quelque chose de très prometteur pour un distillat de bière. Des sur bien. C'est pas son truc. Mais là, on a quelque chose vraiment de fin, superbe, très prometteur, très prometteur. On me réjouis de revenir les années prochaines déguster ce produit, voir comment il a évolué dans les grottes de Valorbe. Trop beau. Alors c'est parti. Qu'est-ce que c'est? Du coup, là, on était, c'est notre tout premier whisky qu'on a mis directement en barrique de Porto. C'était une idée, ni bonne ni mauvaise. Il faut savoir qu'avec les barriques de Porto, on fait des finishes normalement. Oui. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai suivi de près son évolution parce que j'avais peur que ça soit trop violent aussi comme en termes aromatiques et puis que ça dénature complètement le produit. Et notamment au niveau des tanins ou d'autres goûts comme ça, j'ai vraiment peur que ça prenne trop d'ampleur. Et du coup, au moment de la prise de cet échantillon-là, du coup, c'est aussi l'annonce officielle pour vous, je l'ai sorti de la barrique de Porto. Il a fait donc 2 ans et demi en barrique de Porto, ce qui est le double de ce qu'il y a en finish. Et je l'ai mis en barrique de whisky standard pour on peut verrouiller la chose pour pas que ça aille au-delà. Allez, c'est parti. Sans plus attendre. Donc ça, on a brassé ça le 1er avril 2019 pour la blague. Ah, on avait quand même le même taux d'alcool. Donc on est parti à 55 en imaginant une perte de 1% par année. On disait, voilà, déjà dans 10 ans, il aura 45, c'est déjà très bien. Et puis surtout à savoir que ces barriques de 50 litres, c'est un vieillissement accéléré. On est très focalisé souvent sur l'âge des choses et ça n'a quelque part rien à voir avec la qualité. C'est joli d'avoir un beau chiffre, mais ça n'a pas de corrélation directe avec la qualité du produit. À un moment donné, c'est pas assez affiné, à un moment donné, c'est bon. Plus tard, ça peut être moins bon aussi, ou trop boisé. À un moment donné, la barrique prend beaucoup trop le dessus sur le. Ouais. Alors, c'est joli de savoir qu'on a un truc qui a passé 18 ans dans une barrique. Donc, ils ont le même âge d'affinage, même temps d'affinage, même période d'affinage. Ça, on a fait en octobre, hein, si mes souvenirs sont bons, et c'est en avril 2019. D'accord. Donc, avec 6 mois de décalage. 6 mois de décalage, on voit déjà la différence de robe. Hein. Ouais, ça, c'est lié à la barrique. Quoi, à la barrique, qui a beaucoup plus. Et tu as sondé le même pourcentage. Exactement, la perte est similaire. On est à 51, 52. On perd, j'ai calculé, je crois, 1,6% en fait par année. Je pensais à 1%. Ah, t'es en travail. Parce que c'est ce que j'avais lu pour les barriques de 220 litres. Mais là, comme c'est une barrique de 50 litres, c'est 1,6. C'est un peu plus haut que prévu. J'ai prévu un taux assez quand même faible, hein, vu vraiment notre environnement humide et stable et plutôt froid. Alors, on est tout de suite dans des sensations de whisky. Beaucoup plus que le premier. Tout premier, c'est vraiment très fin. C'est très fin, on sent le fumé, mais là, on le sent beaucoup plus. Donc là, il n'y a pas de fumée là-dedans. Il n'y a pas de fumée là-dedans. Mais en fait, le côté doux, le côté rond qu'amène la barrique de Porto, ça relève aussi tous les autres goûts. Ouais, ça donne une impression de plus doux, de plus sucré, et ça révèle aussi tous les autres, tout le reste de la panelle aromatique. Ah, on a un nez. On en est plus présent, hein, tout de suite, par rapport au premier, même s'ils ont le même âge. On a quelque chose de complètement différent pour moi. C'est un autre produit. Je sens pas le Porto. Ça a dû fusionner avec les autres arômes. Mais je sens quelque chose de vraiment différent. Sympathique, avenant, une bonne intégration de l'alcool aussi. L'alcool pique pas, brûle pas. Moi, je sens le bois, en fait, depuis que j'ai eu un ster de chêne à fondre. Je reconnais tout de suite le côté boisé frais, quoi. Et là, il est... Mais c'est un boisé frais, comme tu dis. C'est pas un de ces distillats qui a trop traîné en fût et qui sent plus le tanin qu'autre chose. On a déjà un bel accord. Aussi quelque chose de prometteur. Hein. Déjà là, pour moi, c'était bien assez au niveau franchement, c'est déjà très
très riche, quoi. Oui. Donc je me suis dit pour ce, ben déjà que c'est excellent comme ça. C'est pas mal. Si on veut le faire vieillir plus longtemps, mieux vaut le mettre dans une barrique plus standard, que ça vieillisse tranquillement. Et rien ne nous empêche de faire un finish à la fin, un vrai finish, mais vraiment juste avant l'embouteillage. Il y a quelque chose de plus maîtrisé. C'est déjà plus rond. Hein. Le Porto, il a amené ce fût, il a amené de la rondeur avec seulement 2 ans et demi d'affinage. Moi, je sens beaucoup de bois. Tu le sens, hein? Oui, mais c'est le bois qui a révélé ce qu'a ton alcool de bière là. On sent beaucoup moins le côté boulanger, on sent beaucoup moins le côté céréales. On a quelque chose qui a été qui a fusionné, qui a créé une nouvelle harmonie, un nouveau produit. Pour moi, c'est quelque chose de complètement différent. C'est pour ça pour moi, on a totalement c'est fusionné. C'est pas qu'on l'a complètement perdu, mais qu'on ne sent quasiment, enfin, rien de comparable à ce qui est ici. Donc on ne sent plus beaucoup les céréales, on ne sent plus beaucoup tout ce côté-là. Ouais. C'est ça qui m'a fait dire que le bois a fait largement son travail. Ouais, il a bien. C'était le moment de un petit peu aussi stabiliser le processus. Avec déjà esthétiquement une belle robe, Une coloration déjà, très belle coloration, qui en dit long sur le travail de la barrique, sur le produit. où vous pouvez vous assurer que c'est une coloration authentique, où Adrien ne s'est pas amusé encore à amener du caramel ou je ne sais quel colorant Non. pour enjoliver son produit authentique. Une pratique autorisée et très courante, c'est de rajouter quelques pourcents de fructose dans les whiskies pour l'adoucir, ce qu'évidemment on ne va pas faire chez nous. Alors pour ceux qui l'ont déjà acheté, n'attendez plus, c'est déjà le moment de déguster et de le soutirer. Moi je pense que tel quel, On est déjà avec un bon produit là. on a un bon produit. C'était aussi l'idée, c'est ceux qui veulent mettre leur whisky directement en bouteille. Là, il est prêt. Et là, on a affaire aussi à un fût unique, non réduit, 52% d'alcool, ça des watts, mais c'est pas agressif. Ce qu'on va essayer de faire, mais qui ne sera pas évidemment facile avec la pandémie, c'est de réunir des gens pour faire une dégustation physiquement en présence de... Vertical ou transversal, Ouais, comme vous transversal, voulez. un petit atelier de rhum avec Philippe, comme vous avez vu, je crois qu'il en connaît un rayon. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous être proposé. Et du coup, l'offre, on va la mettre en ligne tout prochainement. L'idée, c'est que ça soit en place pour puissiez gentiment faire vos cadeaux de Noël ou des choses comme ça. Et puis du coup, voilà, on y va comme ça. Hein. On attend vos retours sur l'opération. On vous souhaite une bonne suite de semaine. Ouais, une bonne suite. Merci de Une votre bonne écoute. journée. Et à bientôt, on espère. Ciao. Bye. Bye. Voilà. Mais parfait.